Moi, je m'appelle Arthur, j'ai 26 ans, je suis dans la vie, mon boulot, je suis éducateur spécialisé. Euh, j'ai pas mal travaillé avec les migrants, je travaille dans des centres d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile et les migrants en France. Et puis, j'ai travaillé en psychiatrie aussi. Je suis passionné par le multiculturalisme, les rencontres et puis le voyage. Voilà, je suis très bricoleur et depuis quelques années, je suis passionné de véhicules aménagés en tout genre. Ah oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas dit où j'étais, mais là, je suis au Sénégal et mon projet, c'était de rallier Annecy, donc ma ville natale, et Cape Town en Afrique du Sud par la route. Donc, je traverse tout le continent africain en 4x4. Euh, et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Il y a vraiment plein de raisons. Bon, d'abord, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petit, j'ai voyagé avec mes parents, donc pas spécialement en van, mais en avion, et puis après avec les Airbnb, les hôtels, enfin, voilà. Puis après, j'ai pas mal voyagé tout seul aussi, beaucoup en van. J'ai fait un tout petit peu de sac à dos et de vélo, mais dès que j'ai eu mon permis, j'ai mis un matelas dans ma voiture et je suis parti me balader en France comme ça. Et j'ai vraiment adoré. Donc, petit à petit, j'ai amélioré ma voiture. Après, je l'ai vendue pour acheter un van, etc. Pour en arriver là aujourd'hui à un 4x4. Euh, Pourquoi je voyage? Je pense que le voyage, ça permet bon, d'abord de rencontrer d'autres personnes, mais surtout de se rencontrer soi-même. Surtout quand on voyage tout seul, c'est vraiment un moment où on se retrouve confronté face à soi-même dans un pays où on connaît personne, on connaît pas la langue. Et enfin, ouais, c'est un peu une rencontre avec soi-même quand même. T'avais déjà été sur le continent africain? Ouais, il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Euh, et puis, genre, j'ai été à Marrakech pendant une semaine, au Maroc, mais enfin, enfermé dans des hôtels. J'appelle pas vraiment ça voyager. Enfin, le Maroc, je l'ai découvert là quand j'ai traversé le Maroc en 4x4. Quand on reste dans une ville, dans un hôtel, on rencontre pas un pays, on passe une semaine de vacances, quoi. C'est pas la même chose. Et puis j'avais été en Tunisie aussi, mais de la même manière. Donc c'est la première fois vraiment que je reste sur le continent africain pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que tu as dû faire avant ton départ? Tu as dû faire des vaccins, tu as dû clôturer des comptes, tu as dû faire des choses, tu étais chez tes parents ou t'es- Ouais, j'habitais dans mon appart et après j'ai habité dans mon camion parce que je voulais. J'ai passé 6 mois dans mon camion avant de partir parce que je voulais tester la vie en camion un peu dans toutes les conditions parce que j'avais déjà voyagé mais avec des vannes plus grands, avec plus de confort entre guillemets. Et, euh, Et celui-là, je voulais vraiment être sûr que tout allait fonctionner comme je partais pour une longue période. Donc, en gros, j'ai passé la fin du printemps et l'été en France dans le van avant de partir. Après, les choses à préparer, quand on part aussi longtemps, c'est vraiment énorme, hein. C'est comme si on déménageait à l'étranger. Il a fallu que je rende mon appart. Mais du coup, comme j'avais plus d'adresse, il a fallu que je me fasse domicilier. Moi, j'ai choisi de me faire domicilier chez mes parents parce qu'ils pouvaient me domicilier. Mais sinon, c'est possible de le faire en mairie, comme les personnes sans domicile fixe. Il a fallu faire des vaccins. En Afrique, il faut faire la fièvre jaune qui est obligatoire dans certains pays. Et puis, il y avait d'autres vaccins. J'ai fait 4 vaccins en tout. En France, mais j'avais regardé, en Belgique, il y a la même chose. Il y a des centres de vaccination du voyage. Et il faut y aller et demander. Eux, ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque pays. Et ils ont la capacité de faire les vaccins et même de produire des ordonnances pour certains médicaments. Donc le plus simple, c'est de se rendre dans ces centres pour aller discuter avec les médecins. Ok, et niveau visa, carte de bancaire, tout ça, on peut nous en parler? Le plus simple, c'est de se renseigner. Pour les cartes bancaires, il faut demander à sa banque parce que ça dépend des contrats, ça dépend de plein de choses. Moi, dans la banque dans laquelle je suis, j'ai eu la possibilité d'avoir un contrat avec ma banque où ils appellent ça un contrat international. En gros, les cartes qui fonctionnent le mieux à l'étranger, c'est les cartes Visa.
Tout ce qui est Mastercard et autres, il vaut mieux éviter. Le mieux, c'est les visas. Et sauf que chaque fois qu'on fait un retrait ou qu'on paye un truc, on paye des frais. Et il y a certaines banques, dont la mienne, qui proposent des abonnements. Je crois que ça me coûte 15 € par mois. Mais du coup, j'ai aucun frais. Je peux faire ce que je veux avec, retirer autant de fois de l'argent que je veux ou payer autant de fois en carte bleue que j'ai besoin. Et ça me coûte rien du tout. Ok. Après, pour les visas, moi, du coup, je traverse une trentaine de pays. Donc, ça dépend vraiment des pays. Il y a un site internet qui est génial, qui est un site français, mais enfin, les Belges peuvent tout à fait y aller. C'est sécurité.gouv. En fait, comment dire? C'est un site internet où il y a la liste de tous les pays du monde avec à chaque fois les démarches nécessaires. Est-ce qu'il faut obtenir un visa? Si oui, comment on l'obtient? Parfois, il y a le site ou le numéro de téléphone des ambassades. Donc ça permet d'avoir plein d'infos sur les visas. Après, il ne faut pas hésiter à prendre des infos sur Facebook. Moi, j'ai pas trop les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, mais sur Instagram ou tous ces trucs-là, il y a plein d'infos. Il faut pas hésiter à aller pêcher des infos là-bas. Niveau budget, t'as prévu quoi comme budget avant ton départ? Moi, j'avais déjà un petit peu d'expérience quand même dans le voyage en van ou en 4x4. Et donc, je savais à peu près combien ça me coûterait. Et puis, il a fallu que je calcule en gros la distance que j'allais parcourir chaque mois pour pouvoir évaluer le volume de gasoil dont j'allais avoir besoin. Parce que c'est ça ma principale dépense en fait. Je dors dans mon van, enfin, je cuisine dans mon van. Donc, la seule chose qui me coûte cher, c'est le gasoil, la vie en Afrique. Sinon, bon, là, le Sénégal, c'est un pays particulièrement cher sur la côte ouest, mais par exemple au Maroc, tu manges au restaurant pour 3 euros, donc ça coûte rien. Par contre, enfin, le gasoil est quand même moins cher. Ici, c'est un peu plus d'1,10 € pour 1 litre, mais bon, quand on fait 30 000 km, c'est une grosse dépense. Donc moi, j'avais prévu 1 000 € par mois, ce qui est vraiment très large. Euh, et puis j'avais 3 000 € de côté au cas où si j'ai une grosse panne, que j'ai vraiment un gros problème technique ou que j'ai besoin de me faire rapatrier. À côté, et puis c'est sans compter les billets, parce que du coup j'ai dû prendre le bateau. Moi j'ai pris le bateau de Marseille à Tanger, et puis au retour, du coup de Cape Town jusqu'à Anvers probablement, ou Marseille. J'ai pas encore mon billet retour, je le prendrai vraiment au dernier moment. Mais voilà, donc c'est en gros 1 000 € par mois, 3 000 € de côté au cas où, et puis en plus les billets de bateau. Il y a aussi un budget à prévoir avant pour la préparation, et qu'il ne faut pas sous-estimer parce que, par exemple, les vaccins, moi j'en ai eu pour 150 euros. Euh, En Afrique, à partir du Sénégal, quand on descend sur la côte ouest, et en gros jusqu'en Namibie, il y a beaucoup de talus. Et pour ça, il faut prendre. Il y a plusieurs options. Il y en a qui font des tests toutes les semaines pour vérifier qu'ils n'ont pas chopé le palu. Et sinon, il y a des médicaments préventifs qui s'appellent la Malarone. Euh, et ça, c'est un budget, c'est pareil. Moi, j'ai choisi de prendre le médicament préventif. J'en ai eu pour presque 300 € pour toutes les Euh, boîtes de médoc. Tu dois en prendre comme ça chaque semaine, chaque jour. Ça se prend comme la pilule contraceptive, c'est pareil. C'est une fois par jour, toujours à la même heure. Il y a certaines personnes qui font des effets secondaires, donc ils commencent à la prendre et après ils arrêtent. Moi, ça fait 15 jours que je la prends et pour l'instant, j'ai eu vraiment aucun problème. Avant ton départ, tu me parles de mission humanitaire ou de boulot. Enfin, t'es parti dans un but. Tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, en fait, ouais, pour le coup, c'était vraiment le hasard du calendrier, mais j'avais deux copines qui allaient se retrouver au Sénégal en même temps que moi et qui venaient, elles, pour faire un voyage humanitaire, où elles restaient 2 mois à Dakar pour accompagner des enfants à apprendre le français, en gros, apprendre à lire et à écrire. Et du coup, je les ai contactés et j'avais pas, enfin, on a choisi que je fasse pas la même chose qu'elle parce que de toute façon, je pouvais pas rester 2 mois au Sénégal, mais par contre, j'ai pu amener du matériel médical depuis la France jusqu'au Sénégal. J'ai amené des fauteuils roulants, des béquilles, des choses comme ça. Et puis là, en fait, j'étais un peu pris par le calendrier parce que quand je vais arriver, donc
j'ai pas du tout prévu mon itinéraire sur un an, c'est impossible de prévoir l'itinéraire aussi longuement. Mais je sais à peu près à quelle période je vais être dans quel pays. Et en gros, une fois passé la Côte d'Ivoire, il va y avoir la saison des pluies qui va arriver. Et sur la côte ouest de l'Afrique, il y a un seul pays qui aujourd'hui est vraiment dangereux pour les Français, c'est le Nigeria. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, toutes les frontières sont fermées et sous bonne garde. Il y a une seule frontière où les Français peuvent passer pour sortir du pays vers le Cameroun. Et c'est une frontière qui est en pleine brousse avec une piste vraiment complètement défoncée, un peu pour ceux qui connaissent sur YouTube, genre les routes de l'impossible. Et donc déjà en été, c'est compliqué de passer, mais là, la saison des pluies, ça relève du Camel Trophy, quoi. Ouais, je comprends. Euh, C'est donc, euh, c'est des raisons politiques, du coup, pour... ouais, ah bah oui, au Nigeria, bah, il y a plein de pays en guerre, même en Afrique de l'Ouest. Mais c'est des pays dans lesquels on n'est pas en danger. Par exemple, la Mauritanie, ça fait des années qu'ils sont en guerre contre le Front Polisario, mais c'est une guerre qui se suit uniquement à l'Est. Donc ça, pareil, on a les infos sur sécurité.gouv. Il y a toutes les infos qui sont mises à jour tous les jours sur tous les pays avec la géographie de chaque pays et les explications des éventuelles tensions politiques qu'il y a. Et on peut s'inscrire sur un truc qui s'appelle le fil d'Ariane. En gros, on donne les dates de notre voyage et les pays qu'on va traverser. Et s'ils ont la moindre information sur un des pays qu'on va traverser à la date à laquelle on va, ils nous envoient un mail immédiatement, un mail urgent avec les dernières infos. Là, par exemple, au Sénégal, ça fait 3 fois en 10 jours que je reçois des mails disant attention, il y a des conflits politiques en train de monter parce que il y a les élections. Il devait y avoir les élections en gros le 25 février, là, dans 10 jours. Et finalement, le président a décidé de reporter les élections de 10 mois. Il veut les faire en décembre l'année prochaine. Et en fait, il arrive à la fin de son deuxième mandat. Donc, il ne devrait pas pouvoir être réélu. Et enfin, les Sénégalais en ont vraiment marre de lui. Ils veulent qu'il parte. Et lui, il essaye de tirer au maximum. Donc, il y a eu des grosses émeutes dans Dakar. Donc voilà, on reçoit un mail tout de suite disant attention, si vous êtes à Dakar, quittez Dakar parce que vous pourriez être en danger, quoi. Point de vue sécurité, pour le moment, c'est pas fou. J'ai eu aucun problème. Il y a donc il y a le sud du Maroc. Alors, aujourd'hui, c'est une zone de non-droit parce que le Maroc considère que ça fait partie du Maroc, mais c'est pas reconnu par l'ONU comme étant un territoire du Maroc. Ça s'appelle le Sahara occidental. Et c'est une zone qui est disputée en gros entre le Maroc, des indépendantistes et la Mauritanie. Et Ouais. donc il y a une seule route qui longe la côte et pour le coup c'est très difficile de s'enfoncer dans les terres parce que en fait la route est gardée par les militaires et dès qu'on s'écarte de la route, ils viennent nous chercher et nous remettre sur la route. Donc là, moi je me suis pas senti hyper en sécurité. Enfin, je suis resté sur la route quoi. J'ai pas joué avec le feu à rentrer dans les terres. Mais c'est la seule fois où vraiment j'ai senti quoi. Là, il y avait des conflits armés. En Mauritanie, on m'avait prévenu qu'il y aurait peut-être des conflits, mais il n'y a jamais eu de problème. Je me suis senti hyper en sécurité. Tu nous as un peu parlé de ton voyage, de t'as aménagé ton 4x4. Euh, ton itinéraire, tu l'as un petit peu prévu à l'avance, un petit peu, ou pas du tout? Alors, j'avais relativement prévu Maroc. En fait, ça fait des années que j'ai une carte sur un site internet qui est fait pour ça, qui s'appelle My Maps, où tu as une carte du monde et quand tu discutes avec quelqu'un et qui te parle d'un endroit qu'il a vu ou qu'il a envie de... quelqu'un d'un endroit intéressant, tu peux noter sur la carte avec la localisation précise de ce point et noter les informations que tu veux. Du coup, ça fait des années que j'ai cette carte que j'alimente. Donc, j'ai pas vraiment prévu mon trajet, mais j'ai prévu en regardant la carte les endroits où j'avais envie d'aller. Après, bah, on est en Afrique, hein, c'est impossible de prévoir déjà ce qu'on va faire demain parce qu'il y a trop d'imprévus. Ouais. Des fois, tu as besoin de faire imprimer un papier, ça peut te prendre 10 minutes ou 2 jours. Puis des fois, tu sais qu'il y a une frontière qui est compliquée, tu sais que tu vas passer une semaine à la frontière et en fait, en une demi-journée, c'est réglé. C'est impossible de prévoir précisément ce que tu fais. Et donc, du coup, pour passer les douanes, c'est relativement fluide ou il y a... Ça dépend des douanes.
Parmi les voyageurs qui roulent en camion comme ça ou en van, en camping-car, on sait que la douane Mauritanie-Sénégal, c'est la pire de toute l'Afrique de l'Ouest et je confirme, c'est une horreur. Mais à part celle-là, j'ai jamais eu de soucis. Tu comptes encore faire de l'humanitaire ou tu... Eh ben, c'est possible. J'ai déjà trouvé des missions en Côte d'Ivoire, en fait. Parce que, comme je disais, du coup, je vais être rattrapé par la saison des pluies au moment de passer le Nigeria. Et là, avec cette piste qui semble infaisable en pleine saison des pluies, je ne sais pas bien comment je vais faire. Soit je coupe mon voyage en deux et je rentre en France le temps de passer la saison des pluies et je vais travailler en France. Soit je reste en Afrique et je trouve une mission en Côte d'Ivoire pendant 2 mois, 3 mois, le temps que la saison des pluies s'arrête. Soit je décide de passer en pleine saison des pluies, mais c'est risqué, ça demande de trouver d'autres personnes avec qui passer parce qu'il faut surtout pas y aller tout seul. Donc voilà, je ne sais pas encore. Donc là, pour le moment, tu vis un peu au jour le jour et tu vois un peu ce que tu peux faire dans le coin. En même temps, l'Afrique, c'est immense, quoi. Ouais, c'est immense. Alors, je suis quand même rythmé par les visas parce que suivant les pays, tu as le droit de rester plus ou moins longtemps. Et en plus, quand tu voyages avec un van, une voiture, tu as le visa pour moi et le visa pour la voiture qui sont parfois vraiment différents. Par exemple, au Sénégal, avec un passeport français, on a 3 mois de visa gratuit alors que pour la voiture, c'est 5 semaines maximum. Donc, des fois, il y a des visas qui sont un peu courts, 5 semaines au Sénégal. Le Sénégal, c'est vachement grand. Donc bah, là, du coup, il faut faire des choix. On peut pas tout voir, on peut pas tout faire. Tu peux renouveler ton visa pour ta voiture? Alors en fait, non, il y a trois possibilités pour avoir un visa pour une voiture. Soit tu fais ce qu'on appelle un passe avant, donc ça c'est vraiment spécifique à chaque pays. Il faut se renseigner pour chaque pays parce que les règles sont hyper différentes. Soit tu as ce qu'on appelle un carnet de passage en douane. C'est surtout utilisé en Afrique et en Asie. C'est une manière de lutter contre la vente de véhicules épaves en Afrique. Parce que il fut un temps, il y a eu beaucoup de trafic avec des Français qui achetaient des épaves qui avaient plus de contrôle technique en France et qui les envoyaient en Afrique pour les revendre super cher. Ouais. Ce qui permettait aux Africains d'avoir accès à des bagnoles, mais des bagnoles pourries qu'ils achetaient cher. Donc pour éviter ça, maintenant ils demandent ce qu'on appelle un carnet de passage en douane. En gros, tu laisses l'équivalent de la cote Argus de ta voiture en France sur un compte bancaire. Donc tu es débité du montant de la cote Argus de ta voiture. Tu fais ton voyage et en gros, à la place de cette somme d'argent, il t'est donné un espèce de carnet, l'équivalent d'un passeport, mais pour ta voiture. Tu fais ton voyage et quand tu rentres avec la voiture, tu retournes auprès des autorités pour redonner le carnet et en échange, tu récupères cet argent. En gros, ça évite que, enfin, si tu vends un véhicule en Afrique, eh ben, tu ne peux pas récupérer l'argent que tu as laissé en France et qui équivaut au prix de la voiture. Donc, tu n'as aucun intérêt à vendre ton véhicule en Afrique. Et ça rassure vachement les douaniers. Ouais. Sauf que bah, quand tu as mis toutes tes économies dans un van et qu'il faut ressortir la même somme à laisser en France le temps du voyage, c'est impossible. Enfin, sauf si tu gagnes très, très bien ta vie, que bon, Ouais. voilà, vous tapez le coup. Mais en vrai, c'est impossible. Euh, donc ça, quand tu as le carnet de passage en douane, c'est beaucoup plus facile de passer toutes les douanes en Afrique. Et là, par exemple, au Sénégal, avec un carnet de passage en douane, tu peux rester 3 mois. Est-ce que tu t'es bien senti accueilli? 99% du temps, ouais. Ça a été un peu plus difficile à certains endroits. En fait, bah, faut pas rêver, hein, j'ai une bonne tête de blanc. Et il y a beaucoup d'endroits en Afrique où le blanc, c'est quand même le riche à qui on essaie de soutirer de l'argent. Alors, il y a des fois où c'est un jeu et on en rigole et c'est pas grave. Il y a des fois où ça a été beaucoup plus lourd. Euh, mais globalement, oui, oui, ça a été. Enfin, je me suis jamais fait agresser. J'ai jamais été. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens soient pas très contents de me voir. Mais sinon, j'ai été toujours hyper bien accueilli. T'as été accueilli dans des familles? T'as réussi à connecter avec des Ouais. gens Ah bah ouais, carrément. Je pense même que le voyage en van ou comme ça, c'est probablement le voyage où tu rencontres le plus du monde, à moins d'avoir 5 ans devant toi et de pouvoir traverser à pied. Mais l'avantage d'un van ou d'une voiture, c'est que tu peux éviter complètement les zones touristiques
et aller dans les villages vraiment un peu perdus au fond de la Cambrousse. Et c'est là que vraiment j'ai rencontré du monde. En fait, quand tu restes dans une grande ville, j'ai essayé par exemple Marrakech, je suis resté 2 jours et je suis parti parce que avant Marrakech, j'avais traversé tout le Maroc côté est et du coup j'avais été dans les parties qui étaient vraiment pas du tout touristiques où j'ai rencontré des familles marocaines qui. Enfin, l'accueil marocain, c'est assez incroyable. Hein. Tu leur dis bonjour, ils te proposent de boire le thé. Au final, tu passes 3 jours chez eux à discuter, échanger, et puis après, t'invites à manger, après, t'invites à dormir, après, ils veulent plus que tu partes, puis au bout de 3 jours, tu fais partie de la famille. C'est hyper facile de rencontrer du monde, mais pour le coup, là, c'était vraiment de l'accueil. Ils me demandaient rien en retour, ils voulaient pas d'argent, rien du tout. Alors que à Marrakech, c'est le même accueil, mais c'est pour avoir de l'argent. Ce que je comprends, parce que c'est une ville hyper touristique, c'est l'économie locale qui fonctionne comme ça. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que, alors moi, ça m'est pas arrivé, mais pour le coup, j'ai croisé d'autres voyageurs au Maroc qui voyagent un peu de la même manière, mais que au Maroc, et qui connaissent très bien le pays. Et ils me racontaient que là, cette année, ils sont allés dans un petit village en montagne dans l'Atlas. Et quand ils sont arrivés dans le village, l'équivalent du maire du village qui les a accueillis, il leur a dit que ça fait 7 ans qu'ils n'avaient pas vu un blanc. Donc là, ils étaient vraiment, enfin, ils ont vraiment rencontré le Maroc, quoi. Tu peux me raconter un peu un moyen, enfin un moment un peu un choc culturel que tu as ressenti ou dans ton voyage, ou Ouais, il y en plusieurs a chocs plein. culturels. Le dernier, c'était au Sénégal. Euh, je me suis fait arrêter par la police pour excès de vitesse alors que j'étais entre deux camions, quoi. Il y avait un camion devant moi, un camion derrière. On roulait tous vraiment à la même allure. Et moi, je me suis fait arrêter et les deux autres camions sont passés. Donc, très surpris. Euh, et il me dit, monsieur, vous rouliez trop vite, c'est 200 euros. Mais normalement, c'est 200 euros. Mais vous, vous êtes un ami. Combien vous êtes prêt à mettre? Donc j'ai rigolé, j'ai bien senti que c'était pas, enfin, c'était une arnaque, quoi. Il voulait de l'argent, mais il avait même pas de quoi contrôler ma vitesse, rien. Enfin bon. Et du coup, j'ai refusé de payer. Et au Sénégal, ils essayent avec les touristes parfois, surtout en voiture, euh, quand tu veux pas aller dans leur sens ou que tu veux pas payer, ils te laissent attendre. Donc quand je lui dis bah je vais pas payer, bah, il a gardé mes papiers puis il est allé faire autre chose. Il est parti sans rien me dire. Et moi, j'avais rencontré un Sénégalais avant sur le bateau entre Marseille et Tanger. Et du coup, je l'ai appelé en me disant bah, qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a dit oh, bouge pas, je te rappelle dans 5 minutes. Et il m'a rappelé 5 minutes après. Il m'a dit normalement, c'est bon, dans 10 minutes, tu es libre. Et en fait, il m'a expliqué après qu'il avait un ami qui travaillait dans la police, qui a appelé un ami qui travaillait dans la gendarmerie, qui a appelé le chef. Et le chef a appelé ce policier pour lui dire tu lui rends ses papiers, t'arrêtes tes conneries. Et ça fonctionne comme ça. Et Donc, en France, c'est inimaginable. ça paraît un peu fou comme histoire. Quel conseil tu aurais envie de donner à quelqu'un qui vivrait la même situation que toi, genre payer, pas payer si tu n'avais pas eu Euh, un ami qui avait des relations, Franchement, alors moi, je fonctionne comme ça, mais pour avoir échangé un peu avec d'autres voyageurs, on fonctionne tous pareil. Faut fonctionner à l'instinct. Si tu sens que si tu sens que c'est une arnaque et qu'il est prêt à lâcher, bah, tu peux essayer de tenir. Enfin, il faut pas payer. En gros, si quelqu'un t'arrête et qu'il te demande de payer, il faut qu'il ait la preuve de ton infraction. Tu ouais, vois? Là, c'était trop évident. Il y avait trois bagnoles qui roulaient à la même vitesse. Il arrête que le blanc et il laisse rouler tous les autres. Et il me demande 200 euros pour l'excès de vitesse qu'il peut même pas prouver, quoi. Là, c'était trop gros. Je pense qu'il m'aurait demandé 20 euros. Peut-être que j'aurais lâché plus vite, j'en sais rien. Mais là, il savait pas ce qu'il faisait, quoi. 200 euros, c'est beaucoup quand même. Ouais, Ouais, bah ouais. un faux délit de vitesse, quoi. Et Après, ouais, c'est au feeling. Vraiment, c'est au feeling. Faut le sentir. tu peux nous raconter un moment, genre, un peu plus positif, entre guillemets, un peu plus fou, des rencontres que tu as fait ou des lieux que tu as pu Franchement, voir. il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Au Maroc, j'ai eu une panne sur ma voiture. Je suis resté 4 jours au garage et j'ai rencontré un guide qui traînait au garage, qui était le frère du garagiste. Et ce gars-là, c'était un guide qui faisait marcher des gens dans le désert, qui accompagnait des touristes marcher dans le désert. Et on a échangé 5 minutes. Et puis,
Moi, je cherchais un endroit où je pouvais nettoyer mes vêtements. D'habitude, je le fais à la main dans les campings, mais là, ma voiture était bloquée et je ne pouvais pas bouger. Et il m'a dit, oh, bouge pas, je passe un coup de fil. Donc, pareil, il passe un coup de fil. C'est vraiment typique marocain. C'est après, il me dit, oh, viens, suis-moi. Donc, je pensais qu'il m'amenait à un pressing. En fait, il m'a amené chez lui. Il avait appelé sa femme pour savoir si elle acceptait de laver mes fringues. C'est sa femme qui a lavé mes fringues. Et puis, du coup, on a passé toute l'après-midi ensemble à discuter, à échanger sur la culture marocaine. Moi, j'avais un peu d'appréhension parce que je me disais, ben, je suis un peu le blanc qui vient découvrir l'Afrique. Ça fait un peu pas zoo-humain, mais comment je vais faire pour arriver à me positionner de manière à ce que je sois, ce qu'ils ne sentent pas que je suis là pour ramener ma culture, mais plutôt pour découvrir la leur. Et ça, c'était pas facile, mais au final, les Marocains, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ils étaient hyper ouverts, hyper accueillants. J'ai appris plein de choses sur la culture marocaine. Et comme on dit au Maroc, il y a trois tabous. Il y a le roi, la religion et la position du Sahara occidental. Mais en fait, c'est pas vrai. Une fois que tu te retrouves chez la personne et que tu discutes, tu peux aborder vraiment tous les sujets. J'ai même parlé de sexualité avec des femmes voilées, quoi. C'est vrai qu'il y a tout un passé, quoi. On n'arrive pas avec sur un terrain Ouais. neutre. Au final, il y a tout un contexte Ouais. historique derrière tout ça. C'était le cas au Maroc, mais là, par exemple, au Sénégal, j'ai visité l'île de Gorée, qui était le centre de vente d'esclaves de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a un super musée avec plein d'explications. Ah bah, quand tu sors de là, t'es pas fier d'être blanc parce que on a quand même bien profité de l'Afrique pendant 400 ans. On nous apprend pas trop ça à l'école. On nous cache un petit peu ce Ouais, truc. ouais, justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles voyager, c'est intéressant. On apprend d'autres phases de l'histoire. Tu peux un peu plus approfondir le côté. Toi, tu as fait quelques mois en humanitaire. Tu as fait 2 mois, c'est ça, tu disais? Non, là au Sénégal, enfin, j'ai surtout amené du matériel. Et après, j'ai été une journée avec l'asso pour découvrir ce qu'ils faisaient comme boulot. Ok. Mais j'ai pas, pour l'instant, là, les missions humanitaires, ce sera plutôt en Côte d'Ivoire. Tu peux un peu nous raconter une journée type de ce que tu fais? C'est genre tellement aléatoire comme ça que c'est difficile de. Ouais, c'est hyper difficile de répondre parce que il y en a pas vraiment. Mais on va dire qu'une journée type où j'ai rien de spécifique à faire autre que voyager, c'est-à-dire j'ai pas à faire de demande de visa ou autre. Euh, Ben, je me lève, je prends mon petit déj, je regarde un peu ce que je vais faire dans la journée, la route que je vais faire, et puis bah, je plie le bivouac, je range toutes mes affaires, je fais la vaisselle, etc. En fonction de là où je suis, le matin, je me balade ou je fais de la rando parce qu'il fait frais. Et puis, j'ai la chance, que dis-je, le luxe d'avoir la clim dans ma voiture, ce qui change complètement le voyage parce que du coup, ça veut dire que je peux rouler quand il fait chaud et profiter du coup, de la vie quand il fait frais. J'ai voyagé avec d'autres personnes qui n'avaient pas la clim et c'était beaucoup plus difficile parce que du coup, ils roulent quand il fait frais parce que c'est invivable quand il fait à la 14 heures, quand il fait 40 degrés. Et du coup, à 14 heures, ils sont obligés de s'installer dans un endroit à l'ombre un peu pour attendre que la journée passe. Mais s'ils roulent le matin et que l'après-midi, c'est invivable, ouais, c'était un voyage différent, quoi. Ouais, Donc ça. voilà, je roule la journée et puis j'essaye de m'installer, enfin de trouver un endroit pour me poser vers 16 h, 16 h 30. euh, parce que je suis tout seul et c'est vraiment pas la même chose quand on est deux ou plus. Moi, quand je m'installe, il faut que je prépare à manger, il faut que j'aille chercher du bois pour faire du feu, pour pouvoir cuire ce que je vais manger. Enfin, et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut que je prenne ma douche. J'ai éventuellement du ménage ou de la mécanique, ou enfin, j'ai vraiment plein de choses à faire. Et puis bah, après, je dîne. Le soir, en général, je suis un grand contemplatif des ciels étoilés. Donc, tous les soirs, je passe au moins 1 heure allongé dans le sable, dans l'herbe, à regarder le ciel. Et puis après, dodo. Et ton van, il est aménagé de manière à ce que tu puisses prendre, par ton 4x4, tu peux prendre une douche, t'as un frigo, tu peux faire à manger. Ouais, voilà, j'ai un frigo, j'ai une cuisine avec deux feux, j'ai une douche avec de l'eau chaude. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. C'est une petite maison. J'ai vécu en appart aussi pendant des années et franchement, je suis aussi bien là-dedans que dans un appart. La seule différence, c'est que là, celui-là, bon, comme j'en ai eu trois autres avant, j'ai
un peu d'expérience et je peux comparer, c'est que il est un peu petit, là ça va parce que je suis tout seul, mais à deux, ça serait vraiment un peu petit, surtout dans les périodes où il fait soit très froid, soit où il fait mauvais, il pleut, parce que enfin, c'est pas très grand, c'est pas très grand à l'intérieur. En fait, je vis tout le temps à l'extérieur, je cuisine dehors, je me douche dehors, je fais tout dehors. Donc tant qu'il fait beau, ça va. Si je suis tout seul, c'est très facile. Mais j'ai déjà le projet en rentrant de probablement vendre ce van et puis d'en acheter un autre que je vais construire complètement cette fois-ci pour en faire un plus grand. Du coup, là, ça fait 2 mois, tu as prévu de rester entre 12 et 18 mois, c'est ça? Ouais, probablement 12 mois. Ouais, je vais rester un an, je pense. Et tu as enfin, c'est peut-être un peu enfin, c'est un peu loin, regarder loin dans le futur, mais tu as des projets pour la suite après ça ou Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, je suis toujours plein de projets. Bah, déjà, de rentrer, me réinstaller, de retrouver un boulot, bon, ça, c'est très facile. J'ai vraiment la chance d'avoir une formation et un boulot où vraiment il me faut 5 minutes pour trouver du boulot. Je passe trois coups de fil et j'ai un travail parce que c'est une branche où il y a du boulot partout. Mais déjà, en rentrant, je vais récupérer ma chienne. J'ai des bons amis qui gardent ma chienne en Bretagne. Et bon, voilà, une des premières choses, ça sera de trouver comment la récupérer. Donc, retrouver un logement. J'ai d'autres amis juste à côté de chez moi, enfin, en Haute-Savoie, qui peuvent me loger le temps que que je retrouve un hébergement à moi. Et puis, après, je vais retravailler, je pense, 2 ans, 2 ans et demi, le temps de remettre de l'argent de côté et puis de construire un nouveau 4x4. Et puis, je voudrais traverser toute l'Asie jusqu'à la Thaïlande par la route. Tu avais noté quelles affaires emporter. Alors, Ah oui, j'avais un peu réfléchi et je m'étais dit que c'est impossible de dire quelles affaires emporter parce que bah, ça dépend vraiment de chacun. Mais quand même, il y a une phrase qui dit que libre est celui qui sait voyager léger. Et effectivement, quand je vois des gens qui voyagent avec des valises énormes, ben, c'est super parce qu'elles ont plein de. Elles amènent leur confort de vie, mais elles sont pas libres parce que du coup, c'est hyper difficile de se déplacer. C'est plus difficile de changer de plan sur place parce que ben, il y a beaucoup, beaucoup plus d'affaires à déplacer. Par contre, ben, je pense à l'Afrique, mais c'est vrai partout dans le monde. Ben, pas de signe ostentatoire de richesse. On vient pas avec des grosses chaînes en or, des bagues à tous les doigts. Enfin voilà, faut essayer d'être discret. Pour les femmes, il faut penser à emmener dans la valise un foulard ou un voile parce que bah, il y a certains pays où c'est obligatoire. Mais même par exemple au Sénégal, qui est pourtant un pays multiculturel et multireligion, bah, il y a certains endroits où le voile est obligatoire. Donc bah, ça serait con de ne pas pouvoir rentrer parce qu'on a oublié d'amener un foulard. Même pour les hommes, un pantalon et un t-shirt long, c'est obligatoire dans la valise parce que ben, il y a certains endroits où c'est obligatoire. Je pense, on n'y pense pas, mais par exemple les ambassades au Sénégal, pour rentrer dans l'ambassade, si t'es pas en pantalon ou t-shirt long, t'as pas le droit de rentrer, quoi. Donc quand tu dois demander un visa, par exemple le visa de la Côte d'Ivoire, il se demande à Dakar, bah, tu peux pas rentrer dans l'ambassade de Côte d'Ivoire si t'es pas correctement habillé. Bah, pareil, pas de distinctif religieux, évidemment pas d'armes. Se renseigner sur les objets interdits dans chaque pays, ça pareil, avec sécurité.gouv, il y a la liste des pays, des objets interdits. Par exemple, au Maroc, les drones sont interdits. Donc, ben, à vous de prendre le risque ou pas d'amener le vôtre, mais c'est un risque. j'avais entendu que souvent les personnes ils ont plus tendance à mettre des shorts, mais en fait, c'est pas conseillé pour le soleil ou les moustiques, les trucs comme ça. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis tout le temps en short. De toute façon, les moustiques, il y en a. Après, on apprend à s'en protéger. Effectivement, avoir un pantalon léger en lin ou un truc comme ça, c'est pas mal pour le soir. C'est un peu plus facile d'éviter les moustiques en van parce que les moustiques, ils aiment pas le vent. Donc, une fois que tu sais ça, et que tu connais un peu enfin, que tu as un peu l'habitude, tu te positionnes pour dormir dans des endroits où il y a un peu de vent. Comme ça, il n'y a jamais de moustiques. Mais si tu n'as pas le choix et que tu dors dans un endroit infecté de moustiques, ouais, pantalon et t-shirt manche longue, c'est pas mal. Et du Après, il y a un anti-moustique tropical qui marche. Il n'y en a qu'un seul qui marche vraiment.
Il s'appelle le 5 sur 5. J'ai pas la bouteille là, mais on le trouve sur Internet. Il est en vente dans certaines pharmacies. Et vraiment, il n'y a que celui-là qui marche. Il y en a un pour la peau et il y en a un qui est pour les tissus. Donc, on peut traiter toutes les moustiquaires, on peut traiter les vêtements avec. Il tient au lavage. Donc, même si on lave les vêtements, l'anti-moustique reste. Et vraiment, c'est hyper efficace. C'est vrai, il est pas trop toxique pour les humains. Non, bah, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis pas malade. Mais en tout cas, sur l'emballage, il est marqué aucune précaution particulière. On peut s'en servir vraiment sans problème. Il sent pas mauvais. J'en suis très content. Je pense qu'on a fait un peu toute la liste des questions. Je sais pas si tu as encore des choses à dire ou s'il y a des questions. Je sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Pour les assurances, pour plusieurs semaines, il faut vérifier avec son assurance qu'est-ce qu'elle couvre, parce que par exemple, moi je suis à la Maïf et il couvre que le Maroc, après il couvre plus rien du tout. Donc il y a une assurance qui s'appelle Chapka, qui est géniale, pas trop chère, ça coûte une cinquantaine d'euros par mois. Et faut regarder la liste des choses qu'ils couvrent, mais globalement, si je suis malade, ils prendront tout en charge à l'étranger. Voilà. Et puis, si pour monnaie, argent, donc on avait dit pour les cartes bleues, ici, la carte bleue, ça marche pas. Il n'y a que des distributeurs et après, tout se fait en liquide. C'est pareil partout en Afrique, même au Maroc. Il fonctionne beaucoup en liquide. Et pour les téléphones, maintenant, dans tous les aéroports et à toutes les douanes, il y a des vendeurs de cartes SIM et il faut les acheter là-bas, c'est le plus simple. Ils vendent des cartes SIM locales avec du forfait Internet. On ne peut pas appeler, mais on a de l'Internet, donc après on appelle avec WhatsApp, ça marche très bien. Il y a Aliénor qui demande qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que je mange? Ça dépend des pays. Au Maroc, tu as intérêt d'aimer les tagines, les couscous, parce que c'est la base de l'alimentation. En Mauritanie, c'est pas des grands cuisiniers, les Mauritaniens. Ils cuisinent beaucoup de viande et de poisson, mais il n'y a aucun légume qui pousse là-bas. C'est hyper désertique comme pays, donc c'était plus difficile de s'alimenter là-bas. Ici, au Sénégal, le plat typique sénégalais, ils appellent ça le thieboutienne, c'est du riz épicé avec du poisson et quelques légumes. Et pour le coup, ils n'ont pas trop de variantes. Dans tous les restaurants, ils servent ça. Dès que tu manges chez une famille, dans toutes les familles où j'étais invité, on mangeait ça. Donc voilà, faut aimer le riz. Mais après, moi, comme je cuisine beaucoup pour moi, j'arrive à varier. Là, même au Sénégal, où si je mange ailleurs enfin, si c'est pas moi qui cuisine, je vais manger du riz et du poisson, c'est clair. Mais du coup, quand je cuisine, voilà, j'essaye de varier. Et il y a des fruits que nous, on n'a pas l'habitude de voir, fruits ou légumes qu'on n'a pas l'habitude de voir en France ou en Belgique, en Europe. Déjà, il y a beaucoup plus de fruits et légumes. Moi, quand je suis en France, j'achète rien qui vient pas de France. Donc là, déjà, j'ai pu augmenter drastiquement ma consommation de fruits. Alors au Maroc, il y a des oranges, mais tu peux en manger 10 par jour. Et puis ça vaut rien, hein. C'est 1 kilo d'oranges, ça vaut 60 centimes. Donc, et puis c'est des oranges qui sont trop bonnes. Donc voilà, tu manges énormément d'oranges. En Mauritanie, il n'y a rien qui pousse. Là, ici, au Sénégal, c'est pas trop la saison, mais il y a pas mal de mangues. Et puis, il y a d'autres fruits que je connaissais pas trop, genre le bissap. Ils font beaucoup de jus de bissap. Ils boivent ça à presque tous les repas. C'est un jus rouge, là, j'en ai une bouteille, ça ressemble à ça. C'est du jus de bissap et c'est super bon. Et il y a du jus de bouille aussi, Alors, je sais pas exactement comment c'est fait, mais c'est du jus de baobab. C'est vachement bon aussi. Jus de baobab. Ok. Ouais. Si je vais faire vite fait la présentation des photos, tu peux un peu les commenter. J'imagine qu'on voit la première. Là, tu es sur un train. Sur un Ouais, train. je suis sur un train. Ça, en fait, c'est le train qui traverse, en gros, au sud du Maroc et du Sahara occidental. Là, il y a une frontière entre le sud Maroc et la Mauritanie qui est vraiment tracée à la règle, qui est toute droite. Ça date de la colonisation. Et le long de cette frontière, il y a un train qui traverse presque toute la Mauritanie, qui fait partie des plus longs trains du monde. En gros, c'est un train qui amène du fer qui est récupéré dans les mines au fin fond de l'est de la Mauritanie et qui l'amène vers les ports sur la côte. Et c'est un train qui doit faire, je sais pas, je crois qu'il y a 250 wagons, enfin c'est un truc immense. Euh, du coup, moi j'ai longé en 4x4 cette piste de chemin de fer d'un bout à l'autre. Et le train, il y a un des trains qui est tombé en panne juste devant nous.
Et on a discuté avec les conducteurs et puis on les a amenés à la gare suivante en voiture. Enfin bref, on les a dépannés. Et du coup, ils nous ont fait visiter le train. On a passé un moment avec eux. C'était super intéressant. Et donc là, j'étais sur le train en panne. Ok. Ici, on a une question. Quel est le plus beau paysage que tu aies vu dont tu te souviens toujours, tu te souviendras toujours? Bah, sans aucun doute, le désert en Mauritanie. C'est bon, Euh, au Maroc, c'est très, très beau, mais c'est un peu plus, enfin pas touristique, mais il y a plus de monde, de Français, d'Européens, d'Espagnols qui viennent au Maroc parce que c'est connu pour faire des traversées du désert en 4x4. Il y a plein d'expéditions organisées. Donc voilà, il y avait plus de monde, alors que la Mauritanie, c'est vraiment désert, désert. Ça rigole pas. Pendant 700 km, pendant une semaine, tu vois personne. Et et il y a un grand monolithe bah, le long de ce chemin de fer, enfin, à la fin du chemin de fer, il y a un des plus grands monolithes d'Afrique. C'est une espèce d'énorme caillou noir coincé entre les dunes de sable. Et c'est vraiment étonnant. C'est un truc qui fait 250 mètres de haut. Et bah, j'ai passé 3 jours là-bas. J'ai rencontré des copains sur place. Et on a gravi ce monolithe à pied à 6 heures du matin pour, euh, Ça, c'est le pour... désert ici. Ouais, ça c'est le désert marocain. Ça c'est au Maroc. Je vais essayer de trouver le monolithe, comme ça je peux le partager. Tu Euh, me l'as je sais envoyé en pas si- photo? Ouais. Ah oui, oui, j'ai fait plusieurs photos. Ah, voilà, c'est un énorme caillou noir au milieu d'un désert tout jaune. Et donc, moi, j'avais gravi ce truc à 5 heures du matin de nuit pour aller regarder le lever de soleil. Et c'était vraiment incroyable. C'était tellement beau. Il y a une photo où on voit un camion sur sa tranche comme ça. C'est des choses qu'on voit souvent. Ah oui, ça c'était au Sénégal. Ouah, ça c'est encore une sacrée histoire. En arrivant au Sénégal, 3 jours après avoir passé la frontière, j'étais tout seul à ce moment-là, et puis au détour d'une route comme ça, j'ai trouvé ce camion couché sur le côté, et je me suis arrêté parce que bon, d'abord je voulais prendre des photos parce que c'était vraiment impressionnant, et en fait il y avait quelqu'un qui dormait dans la benne du camion derrière, et c'était un petit jeune, il devait avoir, je sais pas, 17 ou 18 ans, il parlait pas bien français du tout, et il avait rien à manger, et du coup il m'a expliqué que ça faisait 2 jours qu'il était là, il avait plus de téléphone parce qu'il s'était cassé pendant l'accident. Et son patron était toujours pas au courant de là où il était. Il avait aucun moyen de le prévenir. Il avait rien mangé depuis 2 jours. Il n'avait pas à boire. Et c'était une route qui était quand même relativement passante. Et j'étais le premier à m'arrêter. Ça faisait 2 jours qu'il était là, coincé sur la Ouais, route. Wow. ouais. Et que personne s'était arrêté. Les gens passaient. On le voyait pas bien parce qu'il dormait vraiment derrière le camion, quoi. Mais bah, du coup, je lui ai filé à boire, à manger. Et puis, bah, il a repris un peu des forces, mais ouais, il a dû se faire peur parce que le camion était vraiment massacré, quoi. Et du coup, tu l'as embarqué avec toi ou il a... Non, il n'a pas voulu. Il voulait rester là parce qu'il voulait rester avec son camion et avec la marchandise. Euh, Si j'ai bien compris, comme il parlait pas bien français, c'était un peu compliqué de se comprendre, mais si j'ai bien compris, son patron, il devait faire cette route-là dans 1 jour ou 2 jours, et du coup, il l'attendait en fait. C'est fou Et ça autant, quand même. c'est pareil, bah, on parlait des chocs des cultures en France, c'est même pas en rêve, quoi. Là, ça faisait 2 jours qu'il était là, il dormait sur un bout de paillasse dans la benne du camion, et yallah, on attend 3 jours. Inch'Allah, il y a le patron qui va venir, quoi. Ouais. C'est risqué quoi, d'attendre quelqu'un comme ça en plein milieu de Ouais, la... en plein cagnard, enfin, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le chat ou quoi? Vous pouvez allumer vos micros, il n'y a aucun souci. Des photos de chameaux, des photos de désert et des photos de plage aussi qui sont assez belles. Attends, je vais essayer de les mettre. Toi, moi j'avais une question. On t'écoute? Ouais, bonsoir à tous. Dans la prépa que tu as fait sur ton véhicule, du coup, tu as quand même, nous, on y a pu y assister, tu as pas mal chargé de choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pris en trop? Est-ce que tu penses que tu aurais pu partir de manière un peu plus légère? Est-ce qu'il y a des choses dont tu t'es déjà séparé? Peut-être tu les as offertes ou... Bonne question, ça m'étonne pas que tu poses cette question. C'est moi. Alors, c'est Julie qui a eu cette question. Elle est cachée derrière, elle est malade, alors elle ne voulait pas la poser, mais voilà. Est-ce Ok, qu'il y a eu un peu de. Est-ce qu'en fait, on a toujours, quand on voyage, tendance à trop préparer, à vouloir trop prendre de choses, et on se rend ouais. compte que souvent, à la fin d'un trip, on n'en a pas utilisé la moitié, mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ça, en fait? Et ben,
Il y a plusieurs types d'affaires. Déjà, en termes d'équipement pour le tout-terrain, ça, je suis vraiment parti très équipé et je regrette pas parce que j'ai tout utilisé plusieurs fois. Ok. Donc, ça, pour le coup, c'était enfin, pas question de survie, mais pas loin. Ça, j'avais pas bien préparé mon coup. Maintenant, dans le matériel, est-ce qu'il y a des choses que j'ai données il y a déjà Vêtements. toutes les béquilles, fauteuil roulant, etc. Si, ouais, si, il y a des choses. Il y a des choses que j'ai emmenées et pour l'instant, ça ne m'a pas servi et franchement, je ne crois pas que ça me servira. J'avais emmené une grosse paire de bottes qui me sert chez moi. C'est ma paire de bottes de neige. C'est des bottes super épaisses en cuir. Je m'étais dit, si je suis dans la boue, que je dois traverser des pays pendant la saison des pluies, au moins j'aurai les pieds au sec. Et c'est une énorme connerie parce que là, ce matin, j'étais dans des marécages et j'avais de la boue jusqu'aux genoux. Si j'avais eu des bottes, j'aurais eu de la boue dans les bottes. Ça m'aurait servi à rien du tout. Donc j'étais pieds nus et c'était très bien. Donc ça, pour le coup, je les ai rangés au fond d'un sac et je pense que je les ressortirai en rentrant en France. Ok. Après, ouais, j'ai donné pas mal de choses. J'avais emmené une trousse complète de stylos. J'ai tout donné parce que j'ai besoin d'un stylo, ça me suffit. Voilà. Mais globalement, non, ça va. Je suis assez content de ma préparation, pour le coup. Pour le Nigeria, il y a des choses qui ont évolué un peu là parce que certains ont pu passer. J'ai vu ça il y a 3 semaines. Mais effectivement, tu as raison, il n'y a qu'une seule frontière. Et toi, tu serais trop juste par rapport à la saison et l'état de la piste. Ouais, c'est ça. La piste, elle est difficilement praticable euh, en saison d'été, enfin en saison sèche. Et à la Ouais. saison des pluies, apparemment, c'est vraiment très difficile. Il faut absolument pas y aller tout seul et puis prévoir énormément de temps parce que tu traverses, enfin, t'as des endroits, il y a 1 mètre d'eau, quoi. Donc là, pour le coup, c'est presque un défi physique et mécanique plus qu'un voyage. Non, mais Mais il n'y a pas le choix. C'est le seul endroit où on peut traverser. Euh, ça va probablement bouger parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de quitter le CEDEAO. En gros, c'est l'Alliance des pays d'Afrique. Et le Nigeria se pose sérieusement la question. Donc, s'ils quittent le CEDEAO, les lois vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. et un shipping n'est pas envisageable pour éviter et contourner le Nigeria au départ du Bénin ou... Alors, il y en a qui l'ont fait, ouais, qui partent du Bénin et qui descendent jusqu'au sud du Cameroun. La difficulté avec les shipping, c'est que c'est assez difficile d'avoir les infos sans être sur place. Bon, c'est le cas de l'Afrique en général. Il y a peu d'infos sur Internet. Donc, avant d'être sur place, j'aurais pas l'info. Peut-être qu'au Bénin, je vais me renseigner et je vais trouver un bateau pas cher qui m'amène là où je vais au Cameroun et ça sera parfait. Donc, on verra. Mais c'est une possibilité, ouais. La voiture sur un bateau. Ici, on voit une photo où ton van est un peu embourbé. Ça t'est arrivé souvent? C'est des moments compliqués. Alors là, ça dépend tellement de chacun. J'ai voyagé avec des voyageurs qui se sont jamais embourbés, qui sont hyper prudents, qui font hyper attention. Moi, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment partie du voyage. J'aime bien ça. On va dire que je suis curieux. Je teste un peu et puis, si je m'embourbe, c'est le jeu. Euh, avant de partir en Afrique, j'avais déjà pas mal d'expérience en France. Je m'étais mis exprès dans des situations vraiment de merde avec le van exprès pour voir comment je peux m'en sortir tout seul. Est-ce que vraiment je suis complètement autonome pour me sortir de ces situations ou bien j'ai besoin d'aide? Du coup, je connaissais déjà un peu mes capacités, mes limites, etc. Donc, je suis pas, ça m'inquiète pas du tout de me mettre dans des situations difficiles comme celle-là. Je pense que ce serait pas un plaisir si ça m'arrivait 3 fois par jour, mais là, si ça m'arrive une fois par semaine, c'est pas du tout un problème. Ça, t'as pas dû attendre 3 jours sur une route pour t'aider. Non, Ça a ici, je m'en suis été- toujours sorti tout seul. J'ai jamais eu besoin de demander de l'aide. Alors parfois, ça prend du temps, hein. Là, j'avais mis presque 3 heures pour sortir, mais je suis sorti tout seul. Mais c'est voilà, comme je disais, hein, pour moi, c'est un plaisir. Si je veux dire, je pourrais l'éviter. Là, j'aurais pu contourner et me dire non, non, j'y vais pas. Je prends pas le risque. Et moi, je me suis dit, au pire, je me plante et je sortirai, c'est pas grave. Ouais, on voit quand même que t'es pas trop dans le mal non plus, quoi.
Enfin, ça a l'air d'aller Ouais, pour ça ce. ouais. Ça a l'air d'aller. S'il y a encore des questions, c'est encore le moment. Sinon, on va pouvoir clôturer le webinaire. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé. Bah, bonne continuation pour le voyage. Ouais, merci Seb. Ouais. Bonsoir à tous. Ouais, bonne continuation. À bientôt. Top. À bientôt tout le monde. Puis voilà, merci d'être venu. Ok. Ben, merci à toi, Arthur. Merci. Je vais couper. Et Allez, bonne soirée. Ciao. merci. Salut tout le monde.